Bonsoir à tous, jeudi 2 novembre, bienvenue dans le 7-8 journal sur TV 78, les titres de cette édition. Une journée du 2 novembre dédiée aux souvenirs des défunts et dans cette édition, suite du dossier de la rédaction consacré au marché de l'après-vie dans les Yvelines. Reportage ce soir à Guyancourt où officie un crématorium particulier. Il propose un service funéraire pour les animaux. Il a ouvert ses portes fin septembre à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. L'établissement compte désormais un centre de santé universitaire qui propose aux étudiants des consultations avec médecins généralistes. Présentation avec notre invité Emmanuel Viqueigne-Mathieu, médecin directeur de ce service de santé universitaire. Enfin, retour sur un événement original organisé hier au Clé-sous-Bois, le Trail Halloween, moment pour faire du sport et aussi fêter Halloween. Plus de 400 coureurs, pour la plupart déguisés, étaient de la partie. Avant de développer ces titres, une voix discordante au sein de la majorité présidentielle. Le député et président du Modem des Yvelines, Bruno Millienne, souhaite l'intégration de la grande couronne francilienne au sein du nouveau Grand Paris. Le parlementaire allié de La République En Marche l'a fait savoir dans une tribune publiée sur le JDD.fr. Une position à contre-courant de ce que prévoit Emmanuel Macron. Le président de la République doit faire des annonces avant la fin de l'année sur le sujet. Une métropole du Grand Paris intégrant exclusivement les départements de la Petite Couronne qu'il est prévu de fusionner. Au lendemain de la Toussaint, c'est aujourd'hui la fête des morts, un jour de commémoration pour les défunts. Et nous vous proposons depuis le début de la semaine un dossier de la rédaction consacré au marché de l'après-vie dans les Yvelines, un marché qui concerne aussi les animaux. La perte d'un compagnon est un moment difficile pour les propriétaires. Un chien ou un chat peut partager jusqu'à 20 ans d'une vie d'un maître. Comment leur rendre hommage une dernière fois? C'est partant de cette question qu'a été créé le crématorium pour animaux de Guyancourt. Marie Pantra et Camille Lambert. Offrir un service funéraire à son animal dans la dignité et le respect, c'est l'objectif de cet établissement. Installé à Guyancourt, le crématorium pour animaux accompagne chaque jour des familles dans la perte de leurs compagnons. Il propose un service de crémation collective, mais aussi individuel, au même titre que pour un humain. On va préparer l'animal, on va l'installer dans un petit cercueil et on va procéder à un recueillement. C'est-à-dire qu'on va présenter l'animal. Les personnes vont avoir un petit temps qui leur est propre pour dire au revoir à leurs compagnons, éventuellement laisser un petit jouet, un petit mot. Si les personnes le souhaitent, elles peuvent rester présentes dans la pièce pour procéder à l'introduction. C'est le moment où on va déposer le cercueil dans l'appareil de crémation. Quand les personnes décident d'accompagner leur animal, c'est un choix mûrement réfléchi. Ça peut être comparé à un geste d'amour. Parmi les 6 000 à 7 000 animaux traités ici chaque année, plus de la moitié sont en crémation individuelle. Un geste d'amour encore peu popularisé. Seulement 2 structures de ce type existent en Île-de-France et les propriétaires se déplacent de tout le territoire. On a des personnes qui viennent du centre, des personnes qui viennent de l'Est, des personnes qui viennent du Nord. Nous avions des clients réguliers qui viennent d'Amiens, des clients de Dijon. Malgré qu'il y ait d'autres circuits, je dirais, classiques à leur portée. Voilà. Ils préfèrent vraiment, et par habitude, et par respect et par amour, venir ici. Pour une crémation individuelle classique, comptez 237 € pour un chien ou un chat. Créé en 1995, le site a été repris en 2015 par le SIAF, Service d'inhumation des animaux familiers. L'offre est désormais plus personnalisée et l'établissement a été modernisé. Une crémation est actuellement en cours sur cet appareil. On va avoir donc différentes informations concernant d'une part la traçabilité, donc le nom de l'animal, le numéro de la crémation, et puis des informations techniques, notamment les températures de la chambre principale et de la chambre secondaire. Là, on voit que la chambre principale est à 830 degrés, ce qui est, on va dire, la température requise pour la crémation. Fabrice a rejoint l'entreprise en 2014 après avoir travaillé dans les pompes funèbres. Ils sont 5 à accompagner les familles, 4 humains et un chat. Patch est ici depuis 2 ans, son rôle est essentiel. Patch est un collègue qui sert à l'accueil. Voilà, c'est lui qui va accueillir les personnes qui se présentent ici. Il va les accompagner durant la crémation, et leur apporter un petit moment de réconfort et éventuellement leur changer les idées. C'est devenu un compagnon indispensable même pour nous. Un compagnon pour adoucir la tristesse que procure la perte de son animal. En France, plus d'un foyer sur 2 possède un animal de compagnie.
Il a pris place depuis septembre au 2e étage de la maison de l'étudiant à Guyancourt. Un centre de santé a ouvert au sein de l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et pour en parler avec moi sur ce plateau, docteur Emmanuel Viqueigne-Mathieu, bonsoir. Vous êtes le médecin directeur de ce centre de santé universitaire, un centre de santé qui remplace finalement un simple service universitaire de médecine qui était jusqu'ici proposé à l'UVSQ. Quelle est la différence avec ce qu'il se faisait avant ? Alors justement, il ne remplace pas, mais c'est une évolution, c'est-à-dire ce qui existait persiste, bien évidemment, puisque c'était un service de médecine préventive qui existe au niveau de chaque université, selon un décret, un service qui permet des consultations de prévention auprès des étudiants primo-inscrits dans une université. Et donc là, la nouveauté ? Et la nouveauté, c'est qu'on évolue en centre de santé avec des consultations de médecine générale qui donnent lieu à une prescription, comme chez un médecin de ville, et tarifée en secteur 1, avec tiers payant que nous pratiquons. Donc c'est-à-dire sur place, les étudiants vont pouvoir retrouver un médecin généraliste, des médecins généralistes ? Absolument. Nous sommes 2, en fait, sur une consultation 2 fois par semaine. Et effectivement, c'est ouvert aux étudiants en priorité, et également à la population générale, puisque c'est de la médecine générale. Alors vous étiez déjà la responsable de ce service universitaire de médecine qui a donc évolué en centre de santé, et ça faisait 5 ans que vous battiez pour obtenir cette évolution, c'est ça ? Alors on m'a confié la direction du service il y a 5 ans en effet, et du coup ça m'a vraiment donné envie d'évoluer en centre de santé. Un combat, c'est peut-être beaucoup dire, mais je crois que c'est beaucoup de patience, de la motivation, de la persévérance, le plus difficile étant... c'est le nerf de la guerre de trouver les financements pour pouvoir fonctionner. En recherche de subventions, d'ailleurs, l'ARS, l'Agence régionale de santé, a donné une belle enveloppe pour l'ouverture de ce centre. On avait répondu effectivement à plusieurs appels à projets, et l'ARS, devant qui on a soutenu le projet et qui validait l'ouverture du centre de santé, effectivement nous a permis, grâce à un financement, d'acheter le logiciel médical et puis surtout le logiciel de prise de rendez-vous en ligne. Pourquoi c'était important pour vous qu'il y ait cette évolution ? C'est aussi aider les étudiants à accéder plus facilement aux soins ? Bien sûr, c'est une facilité d'accès aux soins pour les étudiants, pour la population générale évidemment aussi. On sait que ça devient compliqué, donc je trouve que c'est sympa de donner un coup de main aux médecins de la ville. Et puis les étudiants, oui, parce qu'ils ne trouvent pas forcément des rendez-vous disponibles. Et puis ceux qui sont loin de chez leurs parents, qui ne rentrent que le week-end, c'est bien qu'ils puissent avoir des consultations de médecine générale en semaine. Sur leur campus. Au lieu d'avoir le médecin généraliste sur le lieu de résidence de leurs parents, de l'avoir directement sur place à l'université, ça facilite les choses. Oui, bien sûr. Alors, juste au niveau des équipements, vous avez 2 bureaux équipés, c'est ça, pour ces consultations ? Alors, en fait, le centre de santé, il ouvre dans le service médical que nous occupions déjà au niveau de la maison de l'étudiant Martapan, dans laquelle nous avons emménagé en juin 2016. Donc ça, c'est à Guyancourt ? C'est à Guyancourt, sur le site de Guyancourt, puisque l'université est multisite. Et le centre de santé n'est que sur ce site de Guyancourt. Et effectivement, il y a 2 infirmières qui travaillent avec nous depuis longtemps dans le service de médecine préventive. Et le centre de santé, nous sommes 2 généralistes, donc sur 2 cabinets différents au sein du service. Donc ça, vous avez obtenu d'ailleurs cette évolution depuis septembre, ce centre de santé. Maintenant, quels sont les objectifs ? Est-ce que ça peut être aussi d'avoir, en plus de ces consultations de médecins généralistes, des consultations avec des spécialistes ? C'est quelque chose qui pourrait se faire ? Alors, ce serait vraiment, vraiment bien. C'est ce qu'on espère. Déjà, augmenter la fréquence de nos consultations de médecine générale pour commencer. Et puis, éventuellement, ouvrir à 1 ou 2 vacations par semaine des consultations de spécialistes. Par exemple, dentistes, pneumologues, cardiologues, enfin voilà, des spécialistes à qui on adresse facilement les étudiants. Et puis le projet aussi, ce serait vraiment de devenir centre de stage pour les étudiants en filière de santé, les étudiants en médecine en particulier. Donc étoffer son équipe, ça, c'est aussi c'est l'un des objectifs. Si on obtient des spécialistes, c'est qu'on étoffe l'équipe aussi. Voilà, absolument. Merci beaucoup, docteur Emmanuel Viqueigne-Mathieu, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes médecin directeur du service de santé universitaire de l'UVSQ. Je précise que les consultations se font sur rendez-vous de demi-journée par semaine. Ce sont les mardis matins et jeudi après-midi, au numéro qui s'affiche en bas de l'écran. Ah, je me suis trompé peut-être. Jeudi matin. C'est le jeudi matin, pardon. Et donc au numéro qui s'affiche en bas de l'écran pour prendre rendez-vous.
C'est une distinction chargée de symboles. L'Union nationale des combattants des Yvelines a remis un drapeau à la section de Trappes. Une cérémonie s'est tenue à la salle Jean-Baptiste Clément en présence du maire Guy Malandin. Il s'agit du drapeau des soldats Trans et OPEX pour transmission et opération extérieure. Remise honorifique, le drapeau est un témoin de l'histoire et du devoir de mémoire. C'est le 3e que reçoivent les anciens combattants de Trappes. Son président au micro de Nicolas Dandry. Je suis un peu ému parce que c'est notre 3e drapeau qu'on nous donne à Trappes et la section de Trappes. Le premier drapeau, c'est le premier de la section en 1983 qui a été créé. Après l'autre, c'est en 2007 par l'Union nationale des combattants. Et le 3e drapeau, c'est Soldats Trans et OPEX. Après un mois d'octobre plutôt doux, le début de novembre marque le retour du froid. Et un élément qui peut pâtir de cette baisse des températures, c'est votre jardin. Pour le préserver, quelques réflexes sont à adopter, comme continuer l'entretien et même pendant l'hiver. Nicolas Dandry et Asna Alouache sont allés glaner quelques conseils du côté des jardins de la vallée à Magny-les-Hameaux. Qui a dit qu'il fallait attendre les beaux jours pour jardiner ? En ce début novembre, l'automne s'installe dans nos jardins et cela ne rime pas forcément avec ramassage des feuilles mortes. On peut s'en servir comme de terreau dans les massifs, c'est-à-dire les souffler dans les massifs et après bêcher et donc les incorporer en terre. Ça permet de créer un engrais vert finalement, voilà. Et donc de l'humus à terme et donc de l'engrais pour vos plantes dans les massifs. Plus étonnant encore, le froid ne nuit pas aux plantes. Un végétal ne réagit pas du tout comme un humain. C'est pas parce qu'il fait froid pour nous que le végétal a froid. Lui, au contraire, c'est vraiment l'époque où il va émettre ses racines. Voilà. Donc, il a besoin de cette période de dormance. Autre surprise d'automne, certaines plantes sont encore en fleurs. On prend son mal en patience. C'est quand même dommage de se séparer de floraison actuellement. Elles, on va les laisser tranquilles. Enfin, le mois de novembre, c'est aussi la période de plantation de certains arbres fruitiers, comme les pommiers. Mais attention, pour les faire fructifier, l'emplacement est important. On va rechercher un minimum de soleil quand même pour que la fructification se fasse bien. Et surtout que le bourgeon au printemps, quand il éclot, soit au maximum au soleil pour essayer d'annihiler les toutes petites gelées. Je vais tailler aussi. Ce qui est important, c'est forcément de bien orienter son sujet et bien sûr de regarder que le collet, c'est-à-dire la base de la plante, soit au niveau du sol. Ajoutez une dose d'engrais naturel et il n'y a plus qu'à attendre le printemps pour la floraison. Voilà. C'était une après-midi de musique pour la bonne cause. Le week-end dernier, le Lions Club de Rambouillet organisait un concert autour d'un instrument, la guitare. Sur scène, des amateurs, des jeunes en devenir et des professionnels. Retour sur cet après-midi avec Mélanie Poquet et Nicolas Dandry. Donner une scène aux artistes locaux pour la bonne cause. Ce dimanche à Rambouillet, une vingtaine de musiciens a joué bénévolement au 2e concert Guitare et Solidarité. On organise des manifestations pour collecter des fonds qui sont reversés à des associations caritatives de Rambouillet et des environs. Sud-Yvelines, ça peut être l'aide aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux malades. Mais ça va jusqu'en Afrique. On aide une association qui a son siège à Rambouillet, mais qui fait des puits d'eau potable au Cameroun. Sur scène, amateurs et confirmés se sont côtoyés. 4 heures de concert autour d'un seul instrument, la guitare, comme Marie Platel, passionnée de musique folk. J'ai pas le style, pas le talent, j'ai passé trop d'années à chanter au vent. Adieu les flashs, les projecteurs, je n'en verrai jamais la couleur. Alors j'ai dit à ma guitare, allez viens, on va jouer sur le trottoir. Je chante pour toutes les occasions, mais surtout les occasions caritatives et surtout même humanitaires. Donc j'avais vraiment la musique au service de bonnes causes. La musique, c'est quelque chose de complètement universel. Donc par la musique, on peut faire passer un tas de messages. C'est un peu mon but, quoi. L'amitié, la solidarité, toutes les valeurs humaines, surtout. Voilà, les expériences de la vie, bonnes ou mauvaises. Cette année, le Lions Club a récolté près de 2 300 €. Une 3e édition du concert caritatif est déjà en préparation.
Et du sport à présent, si vous êtes baladé hier du côté des Clés-sous-Bois et que vous avez vu des sorcières ou encore des morts-vivants déambuler dans les bois, rassurez-vous, vous n'avez pas été victime d'hallucinations. Une première, un trail spécial Halloween était organisé. Plus de 400 runners en grande partie déguisés y ont participé et parmi eux, Michael Elmidoro. Sorcières, chauves-souris, morts-vivants ont tenté ce mercredi 1er novembre la ville des Clés-sous-Bois pour participer à ce premier trail Halloween. Une course à pied au départ du parc Jean Carillon imaginée par les organisateurs depuis le mois de janvier dernier. Sur cette date, il y avait peu de courses dans la région. Donc là, comme il n'y avait rien, je me suis dit pourquoi pas me glisser sur cette date du 1er novembre et ensuite l'idée du trail Halloween pour faire un petit clin d'œil à Halloween coulée de source. Cette course terrifiante proposait de la marche nordique et des courses de 10 et 18 km à travers les bois. Un programme qui a séduit plus de 450 âmes perdues sur cette première édition. On a fait l'Halloween hier soir, ça ne nous empêche pas de fêter et puis on vient sans aucune appréhension, on va faire le 18 tranquillement, pas de problème. Super idée, on est super contents. Regardez, ils ont tous mis leurs perruques, ils sont tout beaux. Les thématiques, c'est top. Non, franchement, c'est une très très bonne idée et on est hyper contents d'être là. Malgré la horde de monstres qui l'entouraient pendant la course, Christophe Després a eu le cœur solidement accroché pour remporter le 10 km en 39 minutes et 30 secondes. C'est vrai qu'il faut gérer entre les côtes, le plat. Moi, je suis plus quelqu'un de route, donc le plat m'allait bien. Les côtes, un peu plus dur. Mais bon, aux 3-4 derniers kilomètres, j'ai pu accélérer sur le plat et finir en première position. Une fois l'apocalypse de la course passée, la matinée s'est évidemment terminée par une dégustation d'une potion à base de potiron. Rendez-vous l'année prochaine pour une deuxième édition de ce trail Halloween cauchemardesque. La saga a marqué des générations. Harry Potter continue de déchaîner les passions. Et les fans yvelinois étaient servis le week-end dernier avec la présence à Versailles de 3 acteurs des films sur le plus célèbre des sorciers. Parmi eux, Stanislav Janevski. Vous connaissez sans doute le nom de son personnage, Viktor Krum, l'attrapeur vedette de l'équipe bulgare de Quidditch et surtout participant avec Harry Potter au tournoi des 3 sorciers dans le volet numéro 4. Nicolas Dandry l'a rencontré. Vous êtes Viktor Krum ou Stanislas Janevski? Stanislas Janevski ou Stan. Ok, merci pour cette interview. Alors pourquoi avez-vous accepté de venir ici aujourd'hui? Tout d'abord, c'est difficile pour moi de refuser de venir en France. C'est l'un de mes lieux de visite préférés. Les fans sont ici incroyables et vous savez, tout ce qui concerne la France est fantastique. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de revenir. Pourquoi aimez-vous la France? D'abord, je ne connais pas beaucoup de choses sur la France, mais je suis venu quelques fois pour explorer le pays. Les gens sont tellement incroyables, adorables même. Je me sens tellement bien ici. C'est pour ça que j'aime toujours revenir. Pourquoi est-ce toujours un plaisir pour vous de rencontrer les fans? Parce que ça permet de voir l'autre côté du monde. Être un acteur, c'est être dans les films, c'est un côté. Voir la réaction des gens, vous savez, ce sont les fans qui font ce que nous sommes. Passer du temps avec eux, les voir exister en train d'attendre un autographe, c'est quelque chose de fabuleux. Pourquoi avez-vous accepté de jouer dans ce film? Dans Harry Potter, je ne sais pas comment ça s'est passé. J'étais un jeune garçon à l'école, ils m'ont offert une place à bord dans Harry Potter. Et j'ai dit oui, pourquoi pas. Et je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer ensuite. C'était juste un jeu pour moi. Et aujourd'hui, quel regard vous portez sur votre expérience et sur votre personnage Viktor Krum?
C'est vraiment un personnage aimé par tout le monde. Et il garde des générations de fans. J'ai même vu un jour un petit bébé déguisé en Viktor Krum. Le Quidditch est devenu un vrai sport aussi. Et bien sûr, Krum est une source d'inspiration, ce qui est incroyable. Avez-vous des conseils pour les joueurs de Quidditch? S'entraîner beaucoup. S'entraîner beaucoup et tu atteindras ce que tu veux être. Qu'est-ce que le film Harry Potter représente dans votre carrière? Eh bien, c'est tout simplement le début de ma nouvelle vie. Ce film m'a donné l'opportunité de devenir un acteur, de jouer dans des films, d'entrer dans le monde des acteurs aussi. Ça m'a donné une notoriété dans le monde, donc ça représente le changement dans ma vie. Quel est votre meilleur souvenir dans cette expérience? Les choses dans le film, toutes ces choses sont incroyables. Harry Potter n'est pas vraiment comme un film. 8 films en tout ont été faits. Chaque film a été tourné sur des périodes plus longues que d'habitude. Normalement, c'est 2, maximum 3 mois. Et avec Harry Potter, avec tous les enfants, toutes les régulations, ça prenait beaucoup plus de temps. On avait besoin d'aller à l'école, on avait besoin de temps de pause, donc on a tourné pendant 11 mois, ce qui est extrêmement inhabituel. Ça nous a donné l'impression d'être une famille. Et quand certains acteurs partaient, on était tristes. C'était quelque chose de génial. Et dernière question, comment utilisez-vous cette expérience aujourd'hui? Je l'utilise tous les jours. Ça m'a donné et ça continue de me donner beaucoup d'expérience. Rencontrer des gens est important parce que vous avez leur point de vue et ils vous inspirent en vous suivant sur Instagram, différents réseaux sociaux. Juste en lisant des commentaires qui demandent de nous voir dans un autre film, quel est le prochain projet, cela me donne beaucoup de motivation. Merci à vous. Merci beaucoup. Et quelques jours de vacances encore pour les plus chanceux et pendant les congés d'automne à Guyancourt, les jeunes ont pu se familiariser avec les sciences et plus précisément les illusions d'optique. Atelier proposé pour créer des œuvres d'art avec effet optique. Attention les yeux avec ce reportage de Camille Lambert. Des formes répétitives, des couleurs vives, quelques illusions. À Guyancourt, enfants et parents s'essaient à l'art optique. Un courant artistique né dans les années 60, aussi appelé Op Art. C'est un courant artistique qui vise à donner donc une impression, une illusion, soit de relief, soit de profondeur, soit de mouvement, quand on regarde une œuvre ou un tableau. Ils colorient eux-mêmes leurs images pour se rendre compte que eux aussi sont capables de faire ça et que ça donne, ça trouble l'œil du spectateur. Jouer les Victor Vasarely, grande figure de l'Op Art, le temps d'un atelier. Proposé durant les vacances d'automne, ce moment se veut avant tout un temps d'échange en famille. C'était l'occasion de faire une petite activité avec ma fille. Très satisfait, on s'amuse, il y a du matériel à disposition. On a des profs sympas. Ça m'a plu, ouais. Et illusion d'optique, je connaissais vaguement. Je fais des trucs avec ma grand-mère, des fois une petite boîte à jeux, mais c'est tout sinon. On développe en fait des ateliers parents-enfants. Cela, d'abord, dans le premier objectif, c'est que le parent puisse, le papa ou la maman puisse faire des ateliers et profiter de ce moment-là avec son enfant. Dernier atelier vendredi 3 novembre, une exposition sur les illusions d'optique est proposée jusqu'au 10 à la maison de quartier Mono. Les œuvres des participants viendront la compléter. Pour refermer ce journal, le Demos, c'est un dispositif d'éducation musicale qui s'adresse aux enfants issus des quartiers relevant de la politique de la ville. Objectif, pratiquer la musique en orchestre. Un stage de 2 jours était organisé dans ce cadre au château de Versailles, en présence de plusieurs Cinquantinois. Mélanie Poquet et Marie Pantra ont suivi des jeunes de La Verrière. Rabia et Maëlys habitent La Verrière et rêvent de faire de la musique. Elles commencent la 2e saison du programme Demos et apprennent la flûte traversière auprès des professionnels de la Philharmonie de Paris.
On a travaillé la voix et on a commencé à apprendre des nouvelles musiques. Moi, j'aime bien la musique et je rêve de faire de la musique. Comme elle, une centaine d'enfants yvelinois s'entraînaient vendredi 27 octobre au château de Versailles auprès de professionnels. 7 communes font partie de l'orchestre Demos. On apprend des nouvelles choses, on apprend des notes, des nouvelles notes. L'idée de Demos, c'est de s'adresser à des enfants issus de quartiers politiques de la ville qui, a priori, n'auraient pas fait de musique par ailleurs, et de leur donner un instrument pendant 3 ans qui vont apprendre en groupe, donc par petits groupes de 15, 2 fois par semaine. Et puis, une fois toutes les 6 semaines, ils vont se réunir en grand orchestre de 100 enfants environ et travailler toute l'année un programme musical. 4 heures hebdomadaires de travail pour ces enfants âgés de 7 à 12 ans. Au programme de cette année, la bacchanale de Camille Saint-Saëns. L'orchestre yvelinois donne rendez-vous en juin pour un concert à la Philharmonie de Paris. C'est la fin de ce 7-8 journal. Vendredi, comme d'habitude, place au 7-8 l'hebdo avec Nicolas Kirillovitz. Et nous, on se donne rendez-vous dès lundi pour une nouvelle semaine d'actualité locale sur TV78. Excellente soirée à tous.